Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Scène de Presse. C'est votre plateforme de débat, toujours à l'affût de l'actu, pour vous décoder tous les clés de l'info qu'il vous faut. C'est notre 363e rendez-vous en vitrine dans cette édition de Scène de Presse. Santé, les certificats médicaux de complaisance ont la cote. L'Ordre national des médecins a choisi de poser un diagnostic sans phare. C'est une pratique qui s'est banalisée. C'était au centre de l'Assemblée générale tenue cette fin de semaine à Yaoundé. Occasion pour Scène de Presse de prendre la température d'un secteur médical qui souffre de plusieurs maux au Cameroun. Mesdames et messieurs, merci d'être des nôtres pour cette nouvelle édition de Scène de Presse. Retrouvez dans cette émission le focus du soir, André Mamafouda, le ministre de la Santé publique. Et en ce soir des finales de la Coupe du Cameroun remportée par UMS de Loum face à Panthère de Banganté, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Bidung Pat, s'est confié au micro de Scène de Presse pour un adoubement définitif du président de la Fédération camerounaise de football, Tombi Aroko. Scène de Presse, c'est aussi le portrait de la semaine, un formateur multicarte, Robert Nyangan, et le zooming sur l'actu, l'UPF Cameroun en route pour Lomé pour les assises internationales de la presse francophone. Je vous propose tout d'abord de découvrir certains de nos invités du soir, mis en scène par Gisèle Longuenen. Jean-François Chanan, grand reporter, est l'un des fils spirituels d'Angelbert Vong. Autrefois musulman, il s'est toujours désolidarisé de l'amalgame faite entre l'islam et le terrorisme. Celui qui a déjà eu à coordonner la rédaction du quotidien Le Messager à Yaoundé, après avoir occupé le poste de chef du service politique dans ce quotidien fondé par Pius Djaoui, est un anthropologue à l'origine, trop bien révolté par l'afflux de brebis galeuses parmi les médecins chevronnés du Cameroun, estampillés du label CUS, autrefois. Professeur Tétanier, il est par ailleurs le premier vice-président de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Diplômé de médecine tropicale, ce grand-père, expert en pédiatrie, a mal à la tête de constater que sur 600 centres hospitaliers en charge des femmes enceintes au Cameroun, la moitié exerce dans l'illégalité, avec des bouchers en blouse blanche. L'ancien médecin-chef du service de pédiatrie de l'hôpital provincial de Berthois, aujourd'hui professeur, nous dira combien l'Ordre national des pharmaciens est engagé à leur côté pour plaider auprès de l'État en vue de vacciner le système de santé national contre les charlatans. Merci Gisèle, notre plateau est bel et bien complet. Le panel s'est enrichi donc des arrivées de Liliane Mouvungu. Bonsoir Liliane. Bonsoir Aimé Robert. Vous êtes journaliste à la CIAR TV, spécialiste des questions de santé à la CIAR TV Radio et présentatrice vedette du journal de 20h et de minuit sur les ondes de la CIAR TV Radio. Bienvenue. J'accueille aussi le professeur Samuel Nko Anveneur. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Vous êtes radiologue, mais vous êtes surtout inspecteur général des services au ministère de l'Enseignement supérieur. C'est à ce titre que nous vous accueillons ce soir. Merci. Avant de vous retrouver, mesdames et messieurs, retour sur le fait du jour au Cameroun, la finale de la Coupe du Cameroun sous le très haut patronage du président de la République, premier sportif camerounais, le président Paul Biya, éclatante victoire de UMS de Loum qui a donc fait d'un coup de maître un coup d'essai face à Panthère de Banganté. 2-0, c'était en direct sur les antennes de la CIAR TV Télé. On a donc pu voir ces buts de Saméli et de Tienthieu. Alphonse, Jean-François Chanon, vous qui êtes un fan de foot, comme du reste un nombre de Camerounais, on va dire que c'est une victoire logique de UMS de Loum vu son parcours. UMS, pour parvenir en finale, a quand même éliminé Coton Sport de Garoua, qui avait quasiment confisqué ce trophée de la Coupe du Cameroun toutes ces dernières années. UMS a éliminé Union de Douala, Astre de Douala, et logiquement donc domine Panthère de Banganté en finale. Non, mais il faut féliciter cette équipe de USM de Loum. Vous savez, ça me fait penser un peu dans le passé à Diep Dinkam, qui avait parcouru un peu, qui avait eu un même parcours, c'est-à-dire partir des 42e, n'est-ce pas, pour arriver jusqu'à la finale, gagner la coupe, etc., et continuer dans ce sens-là. Je ne sais pas si elle avait gagné effectivement, mais mes souvenirs, ça date quand même de longtemps. En tout cas, je salue le président Kwemo et toute son équipe. Je pense qu'on peut faire aussi la politique et le sport. Et je crois que
C'est une victoire, j'allais dire méritée, parce que au début du match, je l'ai regardé de bout en bout. Et le spectacle n'était pas à la dimension de l'événement qu'est la Coupe du Cameroun, puisque quand on a vu autrefois les derbies, enfin pas les derbies, les classiques, des équipes comme Canon, Union ou Canon Tonnerre. C'était autre chose. C'était une autre époque. Mais heureusement pour nous, le match s'est emballé en deuxième mi-temps. Non, c'était bien. Et puis on a pu voir deux buts. Et un penalty manqué. Et un penalty manqué. Donc ça montre très bien. Une fin de match trépidante avec ce penalty manqué. Panthé aurait pu revenir au score. Et puis UMS a marqué le but du chaos. Oui, et tous mes encouragements à USM parce qu'ils vont maintenant engager. Ils vont se situer sur le plan continental parce qu'il faudra affronter des équipes mieux structurées, tout-puissant Mazembe, les Maghreb. Et là, c'est une autre paire de manches pour parler comme nos amis du service des sports. Alors Jean-François, puisque vous avez la parole, je vous propose de réagir à notre sujet qui nous concerne de près, la corporation des journalistes, la carte de presse, dont la commission, la nouvelle commission donc fait ses premiers pas. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a de belles promesses. On annonce une carte de presse New Look dans les prochaines semaines. Outre sa fonction d'écrémage dans la presse, on annonce également une fonction utilitaire avec, par exemple, ces accords déjà signés avec le syndicat des hôteliers qui nous permettraient d'avoir des avantages, des réductions lors de nos missions à l'intérieur du pays, ou encore d'autres avantages avec la téléphonie, avec les assurances. C'est prometteur. Ah, c'est pas parce qu'on a signé avec les hôteliers que c'est promoteur essentiellement. Moi, je pense que la carte de presse est nécessaire pour notre pays parce qu'il y avait quand même des moments où il y avait beaucoup d'amalgame dans notre métier. Vous retrouvez des anciens chasseurs, des anciens, j'allais dire, quelqu'un qui termine à l'université et qui directement est recruté dans tout ça. Pour créer un journal, c'est tellement facile. C'est-à-dire que vous voyez un préfet, il vous fait une déclaration et vous avez un journal le lendemain. Je pense que c'est toute la structure globale peut-être de la profession qu'il faut revoir, mais c'est un début qu'il faut applaudir effectivement. C'était attendu, cette carte de presse-là, pour qu'on puisse identifier effectivement quels sont des journalistes qui sont dans le métier, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir seulement un diplôme en journalisme, il s'agit d'exercer effectivement. Tout à fait. Et c'est justement la carte de presse qui donne l'accès à la profession. Tout à fait. Nous allons donc y revenir dans les prochaines semaines. Je rappelle à tous que Scène de Presse est une communauté de téléspectateurs, des débatteurs, et donc les téléspectateurs peuvent comme toujours participer à ce débat par SMS ou encore en postant vos contributions sur notre page Facebook ou sur notre compte Twitter. Puisqu'on parle de la presse, je vous propose de regarder la revue de presse. C'est une signature de Gladys Lebouda. Rencontre au sommet cette semaine entre Paul Biya et Irina Bokova. La directrice générale de l'UNESCO comptait parmi ses prestigieux invités le président de la République du Cameroun. C'était à l'occasion de la 38e conférence générale de l'UNESCO, couplée au 70e anniversaire de cette institution onusienne. Cameroun Tribune s'est fait l'unique chantre de la participation du Cameroun à ces assises. L'édition du mardi répercute l'appel de Paul Biya à une mobilisation mondiale contre le terrorisme lors de l'ouverture des travaux. En sus du discours conquérant du chef de l'État, la conférence de l'UNESCO a vu l'élection du philosophe camerounais Ebenezer Ndjomwele au conseil exécutif de l'institution pour un mandat de 4 ans. C'est donc un succès pour Cameroun Tribune. Mais le succès n'est toujours pas au rendez-vous dans le compte courant du Cameroun. 1189 milliards de déficit commercial y ont été enregistrés en 2014. Le verdict sonne en une de baromètres communautaires qui relaie les conclusions du rapport de la balance des paiements présenté le 16 novembre dernier. Selon l'hebdomadaire, le compte courant du Cameroun affichait un déficit de 692,2 milliards de francs CFA en 2014, soit 4,3% du PIB. Le fossé entre dépenses et recettes pourrait même empirer avec l'avènement des accords de partenariat économique. Les mauvais chiffres de 2014 n'ont en rien freiné le défilé du gouvernement devant l'Assemblée nationale cette semaine. Cameroun Tribune nous apprend que Philémon Yan était attendu au Palais de Verre vendredi dernier pour défendre le programme économique, financier, social et culturel du gouvernement pour l'exercice 2016. Selon le quotidien à capitaux publics, la loi des finances 2016 tablera sur un budget d'environ 4 200 milliards de francs CFA.
Alors que le gouvernement planifie ses chantiers de 2016, le jour de jeudi s'interroge sur l'utilité d'un Sénat en perpétuel balbutiement depuis sa création il y a 2 ans. 2 matchs seulement auront suffi à Alexandre Belinga pour faire ses preuves en tant que sélectionneur par intérim des Lions. Malgré le nul concédé à l'équipe du Niger mardi dernier, les Lions joueront les matchs de poule, dernière étape de qualification pour le Mondial Russie 2018. Nous apprend Mutation. Une qualification qui vient clore en beauté l'intérim d'Alexandre Belinga à la tête de la sélection nationale. Clôturons cette revue de la presse par un nouveau venu dans le paysage médiatique camerounais. Show débarque sur la scène, un mensuel spécialisé art, culture et spectacle qui fait une entrée groove avec Blick Bassi en vitrine pour son premier numéro. La revue de presse était sur la scène. Une revue de presse qui aurait pu relayer aussi les dernières péripéties du processus électoral à la FECAFOOT. Et je vous propose, dans la posture de premier focus des scènes de presse, d'écouter le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Bidon Pat, qui donne pour ainsi dire la position définitive du gouvernement sur ce processus électoral au long cours. Il est une réalité qu'il ne faudrait plus occulter et l'avoir toujours présent à l'esprit. Il s'agit des multiples conflits et crises de fonctionnement survenus à la Fédération camerounaise de football depuis quelques années qui ont porté préjudice aux efforts de développement harmonieux du football et partant du mouvement sportif national. Cependant, quoique laborieuse, la mise en place d'un nouveau bureau exécutif à la tête de la Fédération camerounaise de football a été un motif d'espoir et de réconfort pour nos compatriotes passionnés de football en particulier et pour tous les Camerounais qui s'intéressent au sport en général. Au moment où toutes les attentions sont désormais focalisés sur la consolidation des stratégies en vue de la relance de notre football pour faire face aux enjeux et défis complexes urgents de l'heure, est survenue la décision aussi inattendue que grave que la Chambre de conciliation et d'arbitrage a rendue. Cette situation ne pouvait laisser indifférent le ministère des Sports et de l'Éducation physique, lui qui assure la tutelle des associations sportives nationales. La décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage a de lourdes conséquences sur l'opinion publique nationale et internationale et constitue un risque devant ternir l'image de marque de notre pays auprès de ses partenaires engagés à ses côtés dans les activités préparatoires des CAN 2016 et 2019. Face à cette situation, j'ai jugé opportun de réunir les différentes parties prenantes pour une concertation permettant d'examiner froidement les suites de la sentence de la Chambre de conciliation et d'arbitrage pour qu'ensemble, nous trouvions des voies et moyens de contribuer au meilleur développement du football camerounais. Les débats au cours de cette rencontre ont été francs et constructifs. Le communiqué que j'ai eu à signer à la fin de cette réunion est le résultat des recommandations consensuelles de tous les intervenants qui ont confirmé l'option de pérenniser le consensus obtenu aux assemblées générales de la FECAFOOT en présence des représentants de la FIFA, de la CAF et des commissaires du gouvernement. L'urgent est d'éviter les conflits et débats spécieux,
des actes de diversion susceptibles de démobiliser les intelligences, les expertises et les énergies. Après de laborieux efforts consentis pendant 26 mois par le comité de normalisation, dont le mandat a été à diverses reprises prorogé par la Fédération internationale de Football Association, le dit comité a finalement organisé une assemblée extraordinaire élective le 28 septembre 2015. Un bureau exécutif de la FECAFOOT a été élu et reconnu par l'État du Cameroun et le Comité national olympique. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, chef de l'État, dans sa communication spéciale lors du Conseil ministériel du 15 octobre 2015, a donné de hautes instructions fermes pour que soient accélérés les préparatifs des CAN 2016 et 2019 dont l'organisation doit impérativement réussir. C'est ainsi que tous les ministères techniques compétents travaillent sans relâche dans la solidarité gouvernementale à préparer ces importantes échéances. Particulièrement en ce qui concerne le ministère des Sports et de l'Éducation physique, en rapport avec la Fédération camerounaise de football, un encadrement technique valorisant l'expertise nationale a été mis en place pour une période intérimaire de 3 mois. Des mesures de redynamisation du football camerounais sont en cours d'implémentation au plan disciplinaire, administratif et technique. À ce jour, des programmes de préparation des équipes, toutes catégories confondues, sont en cours d'élaboration. Pour tout dire, l'ensemble des institutions compétentes de l'État et les structures privées concernées sont mobilisées et engagées sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, et la supervision de la très haute hiérarchie à relever les défis de la préparation et de l'organisation des prochaines importantes échéances sportives. L'heure n'est plus au discours, au combat stérile, aux buts inavoués ou à des affrontements absurdes. Il s'agit désormais pour tous les intervenants compétents dans l'univers des sports en général et du football en particulier, de nous consacrer totalement à préparer avec perspicacité, engagement et dans la complémentarité la participation de notre pays et l'organisation sur le territoire national des grands rendez-vous sportifs que sont, je le rappelle encore, la CAN féminine Cameroun 2016, la CAN masculine Gabon 2017, la Coupe du monde Russie 2018. Je voudrais à ce niveau rappeler que l'attribution à notre pays des CAN 2016 et 2019 a été une double victoire diplomatique et sportive remportée grâce à l'implication étroite et dynamique de la plus haute autorité de la République. Réussir au Cameroun l'organisation de ces 2 CAN exige la mutualisation de toutes les expertises nécessaires et l'implication de toutes les forces vives pour garantir le plein succès de ces événements. Un message clair qui se passe dans de tout commentaire. Et place nette à la deuxième une de scène de presse, les carnets de santé de cette émission au lendemain de l'Assemblée générale de l'Ordre national des médecins, centrée sur les certificats médicaux. Et j'ai donc le plaisir de dire bonsoir au professeur Tétaïen. Bonsoir Aimé Robert, c'est un grand plaisir d'être sur votre prestigieux tableau de scène de presse. Merci professeur. Alors vous avez décidé de regarder la vérité en face, de poser, pour ainsi dire, ce diagnostic sans phare sur une pratique qui s'est quasiment banalisée, oui, avec la délivrance de ces certificats médicaux de complaisance. On les commande au téléphone quasiment, on les commande à l'appel sans examen.
c'est dire que le mal est véritablement profond. Aimé Robert, le problème du certificat médical est non seulement une plaie sociale, mais c'est une tâche, je dirais, assez peu honorable sur la blouse blanche du corps médical. Pourquoi? Parce que le certificat médical est probablement un des actes, un des documents les plus palpables de la confiance que l'État, la société fait au corps médical. Parce que le certificat médical est un document par lequel le médecin, après avoir précisé son identification, c'est-à-dire son nom et son inscription au tableau de l'ordre, parce que nul n'est supposé exercer cet ordre, ce métier de médecin s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre, le médecin est supposé tout simplement écrire, rédiger les constatations qu'il a fait après avoir examiné le malade. Lorsqu'il a examiné le malade, il tire des conclusions qui sont les plus objectives possibles. Par conséquent, la conclusion que tire le médecin sur ce certificat médical prend une valeur soit sociale, soit juridique. Par conséquent, lorsque le médecin le signe avec légèreté ou avec complaisance, il rompt la confiance avec l'État. Il rompt la confiance que lui a accordée la loi. Et c'est pour ça que cela déprécie forcément lorsque quelqu'un manque à la confiance. Lorsque quelqu'un rompt la confiance qu'on lui a faite, évidemment, il se déprécie aux yeux de la société. Alors, est-ce que les choses vont changer au lendemain de cette Assemblée générale par le simple fait de faire ce constat vous-même, de regretter la banalisation, la dépréciation de cet instrument? Absolument. Pendant cette Assemblée générale, Aimé Robert, nous avons eu le plaisir de nous regarder en face et d'écouter aussi, je dirais, la parole des magistrats qui sont, je dirais, nos compagnons dans la solidité de ce document juridique et qui nous ont rappelé que cette confiance de l'État est banalisée, mais elle est encadrée par la loi et qu'elle est par conséquent susceptible d'entraîner des sanctions graves pour le médecin et qui rompt cette confiance de l'État. Ça peut aller jusqu'où, ces sanctions? Ça peut aller jusqu'à la radiation du corps des médecins, c'est-à-dire l'incapacité absolument prise par le corps qui est habilité à le faire, de permettre à ce médecin délinquant ou, je dirais, fautif, d'exercer sa profession de médecin. Et je vous rappelle, ça a été précisé par l'Assemblée générale, que lorsque on vous est interdit de pratiquer la médecine dans un pays, vous ne pouvez plus l'exercer dans tous les autres pays du monde, jusqu'à ce que vous ayez eu ce qu'on appelle l'amendement. Mais ça, c'est un autre processus. Et cela devrait peut-être commencer par la formation. Et nous allons parler de la formation parce que c'est un champ dans lequel vous avez donné de la voix. Quand je dis vous, c'est l'Ordre national des médecins a donné de la voix ces derniers mois, voire ces dernières années au Cameroun. Et on disait donc à U et à Dia que la formation médicale s'était détériorée. On indexait entre autres mots les insuffisances en personnel enseignant de manière qualitative et quantitative, de la fragilité financière de ces institutions de formation, de l'absence des hôpitaux d'application, entre autres mots. Et je voulais donc accueillir l'inspecteur général des services. Entre-temps, il y a le ministère de l'Enseignement supérieur s'est saisi, je dirais même plus, le Premier ministre chef du gouvernement s'est saisi du dossier. Il y a un certain nombre de réformes qui ont été édictées. Est-ce qu'aujourd'hui les choses ont changé? La formation médicale, elle a-t-elle regagné ses lettres de noblesse? Merci beaucoup de me passer la parole. Je dois dire que on doit parler de ces problèmes maintenant au passé. Nous reconnaissons que... Vous êtes péremptoire, hein? Oui, tout à fait, je suis péremptoire. Okay. Parce que à un moment, la situation effectivement était suffisamment alarmante pour que l'Ordre national des médecins, et nous sommes en 2011,
s'inquiètent. À ce moment-là, il y avait 3 facultés de médecine publiques et plus de 26 établissements privés dont on ne pouvait pas garantir la qualité. Et le ministère de l'Enseignement supérieur s'est saisi du problème. En 2012, il y a eu une commission qui a... Oui, on ne va pas refaire l'histoire parce qu'on a déjà traité de ces sujets. Ce qui nous intéresse, c'est où en sommes-nous aujourd'hui? Je vais donc montrer ce qui s'est passé. Donc, pour arriver à aujourd'hui, il faut savoir d'où on vient. Nous venons de loin, effectivement. Donc, 2012, il y a une commission qui siège et qui passe dans l'ensemble des provinces pour étudier. Oui, professeur, les établissements. excusez-moi, je ne voudrais pas vous interrompre. Il arrive. Donc, oui, c'est que comme on a des contraintes de temps, c'est préférable de répondre à la question parce qu'on a traité de ce sujet, on a revisité l'historique, la commission, on a même reçu le professeur Soso sur ce plateau qui était présent comme parce que maintenant, il y a moins d'établissements de formation médicale. On est passé de 26 à 7. 4 publics et 3 privés. Et celles qui sont autorisées à fonctionner ont toutes maintenant les critères qu'il faut. En termes de programme, ils sont arrimés à la norme LMD. En termes de ressources, les amphis, les laboratoires, les équipements. En termes de ressources humaines, c'est-à-dire les enseignants, souvent critiques, et en termes de management. Donc nous pouvons dire que par rapport à la situation, effectivement, il y a 5 ans, il y a beaucoup d'améliorations. En outre, un des problèmes qui était important, c'était le problème de l'accès, qui était mal contrôlé. Maintenant, l'accès est régulé par la commission. L'accès à l'entrée à la formation et l'accès à la sortie, c'est-à-dire pour exercer. Alors, on a comment l'accès est régulé comment? Par la Commission nationale de la formation médicale qui maintenant organise au niveau national un concours unique. Un concours unique. Et pareil à la sortie? Pareil à la sortie maintenant. Une observatrice quotidienne de ces questions de santé, Liliane Movungu, est-ce que vous confirmez cette nette amélioration, ce tableau que nous dépeint l'inspecteur général des services? Merci, monsieur le rédacteur en chef. Je voudrais dire que le professeur Tétani qui est là était l'un des pionniers de cette lutte pour la formation médicale au Cameroun. Et j'étais l'une des communicatrices les plus proches pour relayer l'information et surtout la bonne information. Mais il faut dire quand même que les résultats ne peuvent pas être aussi rapides. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la formation médicale au Cameroun a perdu beaucoup de sa valeur. Disons-le comme ça. Parce que je pense que quand le doyen honoraire, à leur époque, on ne pouvait pas trouver 10 étudiants devant un malade. C'était impossible. Aujourd'hui, on trouve 10 étudiants devant un malade et pendant la formation, un étudiant est incapable de te faire une césarienne. Et quand il va sur le terrain, il ne peut pas faire une césarienne. Et vous savez très bien que les césariennes, c'est l'une des causes des mortalités maternelles au Cameroun. Donc, c'est pour cela qu'on a institué un concours d'entrée pour tamiser un peu les bons et les mauvais grains. Et maintenant, il y a un autre concours à la sortie pour que les meilleurs soient quand même d'abord les premiers. Et c'est pour ça qu'on retrouve maintenant les enfants qui reprennent 2-3 années parce qu'ils ne sont pas encore à la hauteur. Moi, je pense qu'il y a une nette progression, mais on ne peut pas encore dire que la formation médicale au Cameroun a retrouvé ses lettres de noblesse. Monsieur le honoraire de la faculté de médecine. Oui, disons que l'inspecteur général, le professeur Nko, qui a été mon vice-doyen, dynamique d'ailleurs, je l'attendais, je crois qu'il a brossé un tableau qui est assez favorable au ministère de l'Enseignement supérieur, mais la vérité exige de reconnaître que en 2 ans, on n'a pas pu combler le gap de l'insuffisance en enseignants, qu'exige
la bonne formation médicale. Vous prenez par exemple le ratio enseigné-enseignant. Dans la faculté de médecine de Yaoundé, qui est la plus outillée, qui est la plus célèbre et qui est la plus, je dirais, qui est celle qui dispose de la plus belle notoriété dans le monde, le ratio est à peine de 1 sur 14, si je m'en tiens. 1 sur 12. Mais donc, il y a un enseignant pour 12 étudiants. Un enseignant pour 12 étudiants, mais en réalité, c'est factuel parce que, comme les autres institutions privées comptent en réalité sur le potentiel de ressources humaines de la faculté de médecine de Yaoundé, lorsque vous allez dans les hôpitaux qui servent d'hôpitaux d'application à la faculté de médecine, vous trouvez que toutes les autres institutions privées y ont envoyé leurs étudiants, ce qui gonfle l'effectif et fait que le ratio de réel qui assure donc la transmission des connaissances et des compétences se retrouve à un enseignant sur pratiquement 50 à 75. Je prends pour témoin ce que les étudiants eux-mêmes ont décrit dans le journal Émergence, il n'y a pas longtemps. Alors, on est donc à un ratio de 1 pour 50 à 75. Quelle est la norme internationale? Elle est de 1 sur 9 au plus. Donc, par conséquent, Aimé Robert, disons-le quand même, par rapport à la situation catastrophique de 2011, nous avons un peu évolué. Nous avons maintenant des programmes communs auxquels toutes les institutions de formation sont obligées de se tenir. Nous avons effectivement ce concours d'entrée et de sortie qui permet de tamiser et de s'assurer que le minimum de compétences a été atteint pendant le processus de formation. Mais ce qui manque dans ce dispositif, c'est que nous avions exigé que, compte tenu du manque d'enseignants, et compte tenu du délabrement de l'image de marque de la formation médicale au Cameroun, qu'on associe des enseignants étrangers et indépendants à cette évaluation, et qu'aussi le ministère prenne, je dirais, l'impact social de cette formation, parce que finalement, nous avons, je dirais, un manque d'équité. Nous avons des étudiants qui sont bénéficiaires de bourses de l'étude du gouvernement, bénéficiaires de bourses, non. Le coût de leurs études est à 50 ou 100 000 francs, je pense. 50 000, tout à fait. 50 000. Ailleurs, c'est 1 million. C'est 1 million. Alors, sur ces deux exigences, qu'est-ce que vous répondez? Je voudrais rectifier un certain nombre de chiffres et montrer que lorsqu'on dit 1 sur 50, 1 sur 13, en fait, ça tend effectivement vers 1 sur 10 et ça va encore s'améliorer. Lorsqu'on fait le calcul, on n'a pas tenu compte des nouveaux hôpitaux qui sont en train d'ouvrir et que vous connaissez. Le centre hospitalier de recherche d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, le nouvel hôpital gynéco, obstétrique et pédiatrique. Et dans le plan d'urgence, nous avons également 8 hôpitaux qui seront ouverts dans 2 ans et qui vont augmenter, booster la capacité d'accueil, non seulement pour les soins, mais également pour la formation. Nous n'y sommes pas encore. Nous ne sommes pas encore, mais nous parlons au futur. Deuxième chose, lorsqu'on tient compte, lorsqu'on considère les enseignants, habituellement, on tend à considérer seulement les enseignants permanents. En réalité, la formation est effectuée aussi par beaucoup de vacataires. Et dans la plupart des pays, on considère, lorsqu'on fait le calcul, l'ensemble de ceux qui participent à la formation. Alors, donc, nos chiffres ne sont pas encore ce que nous souhaiterions avoir, mais ils ne sont pas aussi catastrophiques que l'on pourrait le dire. Par contre... Oui, alors rapidement sur les deux exigences de l'ordre des médecins, notamment sur cet apport à l'enseignant extérieur, et puis sur, comment on va dire quoi, l'égalité dans les coûts de la formation. Tout à fait. 50 000 dans le public, 1 million de francs CFA dans le privé. Alors, en ce qui concerne l'apport extérieur, je dois dire qu'il est réel. L'un des leviers maintenant de la formation médicale, c'est la coopération internationale. Et il y a de nombreuses conventions qui sont signées entre les facultés de médecine camerounaises et les facultés étrangères. Nous avons à la faculté de médecine de Yaoundé, par exemple,
énormément d'enseignants visiteurs qui viennent régulièrement renforcer nos enseignements. D'autre part, nos propres enseignants ont l'habitude d'aller se former, de se perfectionner dans les facultés de médecine étrangères. Et tout ceci, donc, avec le système LMD, contribue à la mutualisation, à la mobilité et donc à la qualité de la formation. Maintenant, l'un des leviers également importants, le gouvernement souhaite l'égalité d'accès. C'est quelque chose qui est inscrit dans la loi d'orientation de l'enseignement supérieur. Et en ce qui concerne les universités d'État, un effort extraordinaire est fait. Le coût réel de la formation, M. Bina, par étudiant, par an, est d'au moins 10 à 15 millions. Donc, quand quelqu'un paye 50 000, l'État dépense pour sa formation 14 500 000 par an. C'est un effort qui est important. C'est entendu. Et alors, l'autre versant... Alors, donc, il faut qu'il y ait un partenariat entre le public et le privé. Les promoteurs des universités privées, lorsqu'ils font le dossier, ont fait une étude économique, de façon à ce qu'ils pensent qu'à la fin, ils pourront tenir. Mais je crois savoir qu'il y a même des subventions qui sont données à certaines facultés privées. Mais je est-ce que pour en finir sur ce point, est-ce que vous avez des études, vous avez des propositions que vous avez pu formuler sur cette égalité d'accès qui a créé une poussée de fièvre il y a quelques mois, notamment sur les étudiants du privé qui pensaient que... Oui, je pense que en réalité, le ministère aurait dû penser à cet impact social avant de laisser comme ça n'importe qui se lancer dans ce champ de la formation médicale. Parce que, Aimé Robert, si nous ne corrigeons pas ce problème, nous allons avoir deux types de médecins, de jeunes médecins. Des jeunes médecins qui auront été formés, comme le dit très bien le professeur Nko, sur des subventions importantes, je le reconnais, de l'État, et d'autres qui auront été je dirais, formés sur un très important apport de leur famille. Le résultat, c'est quoi? C'est que le médecin qui aura été formé sur des fonds privés ou familiaux va d'abord chercher à rentabiliser, à faire un retour à l'investissement. Retour à l'investissement dans la pratique médicale, Aimé Robert, c'est ce que vous déplorez, vous les gens, vous le public, à savoir que vous ne trouvez pas ces médecins d'il y a 20 ans, 30 ans, qui étaient absolument dévoués et qui étaient gratuits pratiquement et entièrement, je dirais, sacrifiés sur le dos de l'état de santé de leurs parents, de leurs malades. On y reviendra. Permettez que nous parlions également du plateau technique. Liliane Movungu, à l'époque, on décriait l'absence de laboratoire, l'absence d'hôpitaux d'application. Est-ce que tout cela évolue aujourd'hui? Est-ce qu'ils font suffisamment de pratiques pour que les médecins soient véritablement opérationnels à la sortie? Je pense que beaucoup a été fait jusqu'ici, sans vouloir exagérer, avec l'ouverture de nouvelles institutions hospitalières. Hier, on était à Saint-Mélima, hôpital de référence. On était au centre des urgences de Yaoundé. Hier encore, on était à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Je crois qu'avec les plateaux techniques ultra modernes, les étudiants qui sortent des facultés de médecine agréées peuvent se spécialiser dans ces institutions hospitalières sans avoir besoin d'aller de l'autre côté. Pour l'instant, beaucoup a été fait et avec les nouveaux hôpitaux annoncés, je crois que d'ici 5 ans, les choses vont aller de mieux en mieux. Je suis tout à fait d'accord, Aimé Robert. Il y a eu un formidable effort d'équipement du système sanitaire du pays. Les exemples que vous avez donnés sont extrêmement convaincants. Mais j'insiste sur le fait que, Aimé Robert, ce n'est pas le plateau technique qui est déterminant.
Ce qui est déterminant, c'est la présence et la compétence du médecin qui s'en sert. Pourquoi les gens ne viennent pas dans nos hôpitaux alors que le plateau technique est là? C'est parce qu'ils ne trouvent pas le médecin. Il n'y a que 20% de... Je ne vous fais pas... Vous anticipez sur le prochain point qu'on va aborder sur les C'était pour terminer sur ce fait que je suis tout à fait d'accord. Il y a un très important effort d'équipement de nos hôpitaux, mais il faut faire encore un plus grand effort pour que justement ces hôpitaux soient dotés de bons médecins compétents et dévoués. Et il faut faire en sorte que ces médecins restent à l'hôpital. Et le médecin ne restera pas à l'hôpital si on ne lui donne pas le juste prix, ou disons quand même les conditions salariales qui lui permettent de rester, le minimum. Alors, c'est l'une des questions que nous avons posées au ministre de la Santé publique, André Mamafouda. C'est le focus du soir dans Scène de presse. L'inauguration de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique qui intervient quelques mois à peine après Saint-Mélima, l'hôpital de référence de Saint-Mélima, le centre des urgences de Yaoundé, et la traduction forte de la politique que mène le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, d'améliorer toujours davantage la carte sanitaire. Améliorer la carte sanitaire dans le sens de permettre à ce que des soins de qualité soient prodigués aux Camerounais là où ils se trouvent. Bien entendu, certes, c'est un grand hôpital et nous l'avons inauguré, mais il faudrait aussi savoir qu'à la base, c'est-à-dire les centres de santé, c'est quand même un peu plus de 120 à 150 centres de santé que nous construisons par an et qui ne font effectivement pas l'objet des grandes inaugurations, mais qui sont quand même célébrés dans nos districts de santé ou bien dans les villages. C'est 150 milliards qui sont aujourd'hui totalement mobilisés, qui sont consacrés au secteur santé. Dans ces 150 milliards, nous avons 120 milliards pour la construction et l'équipement de 8 centres hospitaliers régionaux dans les régions autres que Yaoundé et Douala. Les études sont en cours, les études architecturales, techniques, environnementales. Et dans notre calendrier, il sera fort possible que, au plus tard, février-mars, que les travaux aient commencé sur le terrain. Peut-être dans 2 ou 3 premières villes, parce qu'on ne peut pas engager l'ensemble des villes en même temps. Mais il faudrait savoir que ce plan est sur la période 2015-2017. Donc, que personne ne s'en inquiète. Tous les centres hospitaliers régionaux seront lancés l'année prochaine. Probablement à cette date, tout le pays sera en chantier. De même également, il est consacré 30 milliards pour les hôpitaux généraux de Yaoundé et de Douala et le centre hospitalier universitaire de Yaoundé, à raison de 10 milliards par grande structure. Cet argent doit donc servir à réhabiliter en profondeur l'infrastructure, mais également à relever le plateau technique pour l'adapter aux nouvelles technologies. N'oublions pas que ces hôpitaux ont une moyenne d'âge de 25-30 ans. Nous souhaitons que les patients aient le meilleur accueil possible. Nous pensons qu'au niveau du gouvernement, grâce à cette politique imprimée par le chef de l'État, le diagnostic va être mieux posé et plus facilement dans toutes les régions du pays. Nous demandons tout simplement à nos médecins d'être disponibles. Et c'est d'ailleurs le conseil que j'ai donné à Douala. Parce qu'à Douala, j'ai bien dit aux médecins de l'hôpital gynéco-obstétrique que c'est très bien de construire un hôpital moderne. C'est important aussi d'affecter du personnel. Maintenant, il revient à ce personnel de pouvoir faire preuve de professionnalisme, preuve de disponibilité, preuve d'attention. Et nul doute que les Camerounais vont complètement être de nouveau en réconciliation avec leurs hôpitaux. Mais je ne peux pas dire qu'on est vraiment mal soigné, sinon personne n'irait plus à l'hôpital. Je pense quand même qu'on est soigné. Quand un médecin décide de travailler dans un hôpital public, il faut qu'il soit à son poste de travail. Il ne faut pas qu'il soit ailleurs. Et nous constatons effectivement que certains
font d'abord des piges, entre guillemets, dans certaines structures privées ouvertes par leurs confrères et avant de venir à l'hôpital. Nous réfléchissons pour que quand on atteint une certaine expérience, une certaine responsabilité, une certaine expertise, qu'on puisse aujourd'hui organiser un système de médecine privée dans l'hôpital public, mais où tout le monde est gagnant, l'hôpital est gagnant, le médecin est gagnant, et que ce soit fait en toute transparence. Il y a cette source qu'on appelle les quotes-parts, qui est comme une redistribution des frais que payent les patients dans les hôpitaux. Et ces quotes-parts permettent donc à ce que le personnel qui est dans l'hôpital public puisse avoir un complément salarial. Tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que la distribution soit équitable entre les différents corps de l'hôpital. Et je me dis aussi que, au fur et à mesure, le chef de l'État qui a prescrit des réflexions en vue de mieux motiver les agents du secteur public permettra à ce que nous puissions voir comment est-ce que nos médecins peuvent être de plus en plus rémunérés à la hauteur de la tâche effectuée. Jean-François Shannon va s'exprimer sur le sujet, sous l'angle de l'indiscipline hospitalière. Jean-François, parlons de ce rapport que nous avons à nos médecins dans nos hôpitaux, les spécialistes notamment, qui sont jamais à leur poste de travail, qui n'assurent pas leur garde, qui ne consultent pas. Quel est votre regard de citoyen et de patient parfois? Aimé Robert, j'avais fini par croire que je faisais de la figuration. Mais merci de me demander de pouvoir dire un mot, parce que je suis un malade qui vient de sortir de l'hôpital. J'observe un peu et je rends hommage aux médecins, à tous ceux qui font leur travail dans le domaine de la santé en général, qui font effectivement leur travail, parce qu'il y en a qui le font effectivement au Cameroun. Il y a des bons médecins qui sont consciencieux. J'en ai rencontré, puisque cette année 2000, j'ai eu plusieurs épreuves dans ma famille, etc. Et je salue justement, il n'est pas besoin de les nommer. Je salue aussi les enseignants de médecine qui, autrefois, ont permis à notre pays de pouvoir avoir des plateaux techniques assez importants, si vous, comme vous les appelez ainsi, le professeur Cartelet, qui, autrefois, le professeur Gandhi et autres, qui ont fait de la médecine dans notre pays et qui était quand même un pays où on ne pouvait pas s'alarmer aussi longtemps. Mais le problème est de base qu'on a occulté, parce que j'ai bien écouté attentivement les trois intervenants, aussi bien ma consoeur, et on a oublié une chose, c'est-à-dire que le Cameroun a traversé une crise pendant longtemps où on a gelé pratiquement la formation. Il n'y avait pas que la médecine, mais en tout cas, on a traversé une crise qui était très importante. Et l'un des faits majeurs de 2015 que tout le monde a remarqué déjà dans notre pays, c'est que nous avons bien raté l'un des objectifs du millénaire, c'est-à-dire les OMD, qui était prévu en 2000. Moi, je me souviens, j'étais journaliste. On en parlait, on a dit dans 15 ans, il y avait même un slogan gouvernemental qu'on appelait « La santé pour tous » en l'an 2000. Le professeur Titani est là, peut-être qu'il me démentirait tout à l'heure. Mais ce que je vois effectivement, c'est que avec cette crise, il y a eu un peu un business dans la santé. C'est-à-dire un vrai business, c'est-à-dire que les Camerounais ont besoin qu'on s'occupe de leur santé au quotidien. Et sur l'étendue des territoires, la plupart du temps, on s'était rendu compte il y a peut-être une dizaine d'années, c'est que les centres de santé, enfin les installations hospitalières étaient plutôt concentrées dans les régions urbaines. Mais l'État a pu faire un effort quand même, il faut le reconnaître, en essayant de mettre des centres de santé dans la plupart des régions rurales. Alors, il y a les hôpitaux, il y a les infrastructures hospitalières, ça c'est... Laissez-moi juste terminer à ce niveau, puisque je n'ai pas parlé depuis longtemps. Oui, vous allez reparler. Oui, permettez-moi de relancer. Juste pour dire qu'effectivement, mais avec on a vu, tous ces centres de santé sont vides. C'est-à-dire que vous trouvez des centres de santé qui sont abandonnés dans la broussaille. Et alors que les gens dans ces villages ont des soucis de santé majeurs. Mais pour parler de l'indiscipline maintenant, effectivement,
Mais pourquoi on en est arrivé là? Ma petite expérience de journaliste me montre bien que c'est parce que, effectivement, l'État s'est arrogé un peu, et vous me le permettrez, pour ne pas blesser l'inspecteur général, le rôle essentiel de la formation du corps médical. Dans beaucoup de pays, l'État joue plus enfin, ce qui nous inspire tout de même, l'État joue plus le rôle de contrôle et de régulation. Est-ce que l'institution universitaire ou bien technique médicale qu'on va ouvrir, et il y a, et là je salue le président de l'ordre qui est là, et vous concluez sur ce point? Je termine en disant, effectivement, on a laissé, enfin, l'État s'est arrogé ce rôle-là, mais ne pouvait pas l'accomplir pendant un certain nombre d'années. Ce qui fait que quand il y a un vide, les gens se débrouillent. Alors, les gens vont à l'étranger, reviennent avec des diplômes et les présentent à l'ordre, et on n'est pas capable de certifier de l'effectivité de leur formation. Mais est-ce que cela justifie l'indiscipline? Je rappelle que le professeur Tétagné... Mais quand on n'est pas formé, Aimé Robert, c'est-à-dire que quand on n'est pas formé à un métier, c'est un peu comme dans notre métier. Ils sont justement trop bien formés. Effectivement, combien gagne un médecin? Il faut revoir tout ça, parce que la crise que nous avons eue a fait en sorte que les médecins se sont rendus compte que on a privilégié les administrateurs civils, on a privilégié les magistrats, on a privilégié les hommes en tenue en termes de revalorisation salariale. Mais eux, ils sont restés comme des gueux. On n'a même pas pensé à leur donner le statut spécial qu'on aurait pu leur donner il y a quelques années. C'est entendu, c'est entendu. Oui, professeur, vous demandez à parler. S'il vous plaît, avançons, parlons de l'indiscipline. Nous parlons d'indiscipline, s'il vous plaît. Nous parlons de ces... Il y a évidemment de très bons médecins qui font leur travail de manière consciencieuse, mais il y a également beaucoup de médecins spécialistes notamment qui se font désirer, dont la porte reste fermée toute la journée, pendant que des dizaines de patients sont agglutinés devant la porte toute la journée, on ne les voit pas. Bien sûr, oui. Je vais parler de l'indiscipline, mais je voudrais rectifier ce qu'il a dit quand même, en disant que l'État s'est arrogé le privilège de former. J'allais dire que c'est plutôt l'inverse. Justement, c'est l'inverse. C'était même le problème inverse. L'État a ouvert, voilà, même un retour de l'État. Exactement. Et l'État a ouvert, et maintenant l'État régule et garantit la qualité de la formation, justement par le biais de cette commission nationale de la formation médicale et pharmaceutique. C'est entendu. C'est entendu. Maintenant, concernant le problème de l'indiscipline, on peut comprendre ça de plusieurs façons. Je suis ici surtout pour parler de la formation. Nous pensons que c'est important d'attaquer ça. En tant qu'inspecteur général. Oui. D'accord. Bon, on va donc permettre pour cet état. Nous sommes ici, nous sommes sensibilisés à ce problème de formation au niveau des facultés. Raison pour laquelle nous avons des cours d'éthique, de déontologie, et avant même qu'ils sortent, le président de l'ordre peut certifier que pendant 2 semaines, ils ont en main ces enfants pour leur apprendre la conscience professionnelle. Donc, au niveau de l'enseignement supérieur. Certains, dont une fois sortis, que se passe-t-il donc une fois qu'ils sont sur le terrain? C'est la question que l'on doit se poser. Et je crois que là, il y a plusieurs facteurs qui doivent jouer. Il y a certainement des facteurs économiques. Il y a effectivement des facteurs aussi peut-être professionnels, manque d'éthique. D'accord. Il y a aussi des problèmes que l'on ne voit pas tout de suite, mais qui pourraient être en rapport avec l'état même des hôpitaux. Vous savez que l'une des raisons pour lesquelles les médecins peuvent ne pas travailler autant qu'ils voudraient, c'est la maintenance des équipements. Donc voilà un certain nombre de solutions qu'on doit essayer de trouver tous ensemble. On ne les voit pas dans les hôpitaux, mais on les voit dans les cliniques privées. Oui, non, mais écoutez... C'est vous qui le dites. Mais je suis en train de le dire. Non, mais je le dis en direct, je ne me cache pas pour le dire. Non, vous avez parfaitement raison, Aimé Robert. Non, je pense qu'il ne faut pas faire de l'amalgame. Je crois qu'il faut comprendre le message du ministre de la Santé publique ici, et il a raison. L'État a fait de fulgurants efforts pour équiper, doter l'entièreté du pays en grands hôpitaux. Nous nous en réjouissons. Mais j'insiste encore, un hôpital sans le médecin
reste une boîte absolument admirable, architecturale, mais ce n'est pas un centre de santé. Ce qui est déterminant, Aimé Robert, dans une formation sanitaire, que ce soit le centre de santé du village, que ce soit le CHU, c'est qu'on y trouve, que les populations viennent y trouver le médecin. La question qui se pose et qui est fondamentale, et ça, je n'ose pas hésiter d'interpeller le chef de l'État pour lui dire qu'il faut absolument que le renouveau qu'il incarne si merveilleusement et qui a prévalu pendant 33 ans atterrisse sur le fait que les hôpitaux publics doivent être dotés de médecins qui restent. Le médecin ne restera pas dans un hôpital s'il n'y trouve pas son compte. C'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé salaire. Arrêtez, Aimé Robert, de donner aux médecins dans une main le serment d'Hippocrate et dans l'autre main une pitance. Il va disparaître. La preuve, c'est que tous, et tout le monde est d'accord dessus, Aimé Robert, en Belgique, nous avons près de 500 médecins, jeunes médecins camerounais. En Allemagne, nous avons près de 1500 médecins camerounais. En France, il y en a près de 3200. Aux États-Unis, il y en a près de 2000. Quel est donc ce pays qui peut se permettre le luxe d'avoir autant de médecins hors du champ et avoir si peu de médecins? J'ai interrogé le ministère de la Santé publique. Nous avons 2100 médecins au service des hôpitaux publics. C'est insuffisant. Et surtout, si on ne leur donne pas de bons salaires, ces gens vont faire ce que vous avez si merveilleusement bien décrit. Ils vont faire une partie du travail à l'hôpital, juste un tout petit peu, et ils iront chercher de quoi s'acheter une voiture de clinique en clinique pour rester. Ce qui est déplorable et ce qui pose, je suis tout à fait d'accord avec vous, Aimé Robert, ça pose le problème de l'indiscipline. Mais vous ne pouvez pas mettre de la discipline lorsque vous-même vous favorisez l'indiscipline. Ok, c'est entendu, Liliane. Alors, je vais rejoindre mon confrère, parce que je pense que les médecins ont beaucoup de choses à revendiquer, avec raison. Parce que, comme le disait mon confrère, ils ont l'impression qu'on a... Oui, ils ont l'impression qu'on a privilégié d'autres secteurs. Très confortablement. Voilà. Donc, ils se disent, ils sont lésés. Or, est-ce qu'ils sont vraiment lésés? Je pense. Mais oui, Aimé Robert, vous ne pouvez pas manquer de bonne foi. Vous savez très bien. Les médecins sont lésés. Je pose des questions, hein? Non, mais vous savez très bien. Est-ce que vous connaissez, vous, un fonctionnaire des douanes, ou bien des impôts, ou bien qui fait de la pige, comme vous l'avez décrit? Non. Pourquoi? Parce que médecins sont l'État a été pragmatique et a trouvé des solutions très pratiques pour stabiliser un certain nombre de fonctionnaires, de magistrats, de fonctionnaires des impôts, des fonctionnaires des douanes, qui ne cherchent pas ailleurs que dans leur lieu de travail. Moi, je pense qu'ils font même ça exprès. Pour qu'on comprenne qu'ils ont aussi une place. Une personne à la fois. Alors, oui, vous dites que les médecins le font exprès. Ils le font exprès. Parce qu'ils ne sont pas rémunérés comme il le faut et comme les autres spécialités. Quand un magistrat parle, un médecin ne peut pas parler. Disons-le comme il faut. Bon, Liliane, j'espère qu'à force de côtoyer les médecins tous les jours, vous ne devenez pas la porte-parole des médecins. Je parle en tant que citoyenne et journaliste. Et parce que je vis dans le monde des hôpitaux. Les hôpitaux, c'est ma deuxième maison. Donc je vois un peu comment ces gens-là se débrouillent pour sauver des vies. Aimé Robert lui-même le sait d'ailleurs. Je pense qu'il ne... Bon, alors, évoluons s'il vous plaît. Permettons de... Je voudrais dire quelques mots, à propos de ce sujet. Je voudrais interpeller là l'ordre des médecins. Oui. Sur le fait que ces médecins, il faut souvent, c'est notre responsabilité commune, leur rappeler le serment d'Hippocrate, de façon à ce que dans les difficultés, ils aient en eux le souvenir de ce jour où ils ont prêté serment pour servir, quelles que soient les conditions. C'est-à-dire que vous voulez dire aux médecins de se rappeler du serment de l'Hippocrate, alors qu'en fait, ils meurent de faim. C'est bien de ça qu'il s'agit. Ou alors, demandez-leur simplement de cesser l'activité médicale pour faire autre chose dans la vie. Est-ce que, honnêtement, vous pouvez dire que le médecin camerounais meurt de faim? Pensez-vous que vous n'exagérez pas
Non, je crois qu'il faut dire. C'est-à-dire, Monsieur Shannon exagère peut-être. Il exagère un peu. Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut reconnaître. Non, c'est le rôle du journaliste d'exagérer aussi. Ce qu'il faut quand même dire. Non, Shannon, permettez. Ce qu'il faut quand même reconnaître, et je crois qu'il faut dire ce que le professeur Nko insiste de dire. On ne dit pas que le médecin meurt de faim. C'est ce qu'il est en train de dire. Non, le médecin ne meurt pas de faim. J'ai peut-être exagéré. Tout à fait. À compétence, à durée d'études égale, à sacrifice égal, le médecin ne peut pas dire qu'il reçoit de l'État vraiment ce qu'il mérite. Bon. C'est là que, et c'est pour ça d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il vote avec ses pieds. Il vote avec ses pieds, c'est pour ça qu'il va chercher ailleurs ce qu'il ne peut pas trouver. C'est pour ça que l'idée du ministre de la Santé publique de dire qu'il va développer au sein des hôpitaux un espace de médecine privée, ça fait partie d'une des solutions qu'on pourrait éventuellement imaginer. D'accord. Mais alors, je vous propose de parler. La discipline, ça englobe également d'autres choses. On a entendu que bon, il y a des problèmes de rémunération, même si on continue de saluer le travail des médecins qui s'acquittent de leur tâche avec dévouement. Hein. On n'est pas là pour jeter la pierre à tous les médecins. Il y en a. Merci. Et puis, il y a quand même d'autres problèmes de discipline. Liliane, on a parlé des erreurs médicales qui passent souvent sous silence parce que les patients, ils n'ont même pas de tribunes où se plaindre. Ils attendent. Bon. Je disais tout à l'heure, je disais tantôt que ça part de la formation médicale. Parce que quand on retrouve 10 étudiants pour un malade, les 10 étudiants ne peuvent pas suivre. Il y en a qui seront distraits. À l'hôpital, il n'y a pas un plateau technique adéquat. Et quand il est affecté dans une zone reculée, où il est devant son destin, et qu'une femme arrive, il faut une césarienne. Le gars il est peinté et la patiente en meurt. Et vous savez très bien que la césarienne, c'est l'une des causes de la mortalité maternelle au Cameroun. Tiens, au Cameroun, autre problème, le secret médical. Vous allez réagir, vous les médecins. Le secret médical aussi, il est de plus en plus trahi, hein, Jean-François. Non, c'est peut-être au médecin qu'il faut, mais je pense que quand on dit secret, on est dans une situation où les médecins, et j'insiste dessus, vivent parfois des moments difficiles. Pour me rectifier, professeur, c'est-à-dire que peut-être qu'ils ne meurent pas de faim, et ça englobe justement ces déviances. Vous voulez totalement absoudre les médecins? Non, c'est-à-dire que je ne peux pas les absoudre, mais je dis simplement que effectivement, il y a des mauvais médecins, c'est-à-dire des gens qui monnaient le travail pour lequel ils sont. Moi, j'ai vu des médecins, effectivement, des collaborateurs sont venus me dire, j'étais dans tel hôpital, j'étais malade. Mais le médecin a dit, tant qu'il n'y a pas 20 000, je ne peux même pas regarder. Et parfois, le style ou la situation dans laquelle il se retrouve parfois, c'est que le monsieur qui vient, parce qu'il vient il veut envoyer un de ses concitoyens en prison, qui arrive avec une grosse enveloppe de 100 000 francs. Pour dire, fais-moi un certificat médical qui dit que ce monsieur m'a tabassé à mort. Et c'est ça ça arrive constamment. Et je dis, revenons quand même au sujet de base. D'accord, c'est entendu. Et comme le professeur, non, ce n'est pas entendu. Non, mais c'est important de le dire. Parce que le professeur a dit quelque chose de très important. Il a dit effectivement, est-ce que le niveau de formation, quand même, il faut, un peu comme les prêtres, il faut minimum 7 ans. Je crois, pour faire un médecin. Et parfois, il faut continuer la formation. C'est-à-dire jusqu'à la spécialisation, etc. C'est entendu. Et le médecin arrive. Et vous savez comment les sous-préfets parlent aux médecins dans leurs arrondissements? Allez-y voir. Mais ils sont sous-préfets. Oui, mais attendez. C'est entendu. C'est entendu. C'est pas, non, qui n'a pas un plateau technique accompli. Jean-François, on va évoluer. Nous sommes les responsables. Je n'ai cité le nom de personne. D'accord, c'est entendu. Non, je ne veux pas absolument vous museler. C'est que j'ai des contraintes de temps. L'émission, elle est dynamique. On doit parler d'autres choses. Il n'y a pas que l'indiscipline. Il y a également, je voulais quand même entendre l'ordre sur ces questions d'erreurs médicales et de secrets médicaux. Que fait l'ordre? Non, l'ordre est très, très, très sévère dans cette matière. Le problème qu'il y a dans cette histoire, c'est que la victime devient complice de son bourreau. Disons les choses comme elles sont. Il y a très peu de familles qui viennent effectivement se plaindre.
Parce que l'ordre de médecins ne peut pas se mettre à harceler un médecin tant que la famille de la victime ne s'est pas plainte. Lorsque nous sommes en présence d'un cas, d'une accusation d'un médecin, l'ordre prend un point d'honneur à convoquer son confrère. Il astreint devant un conseil de discipline, devant lequel il doit s'expliquer, je dirais, entre ses pairs, et leur dit, écoutez, pour prendre l'exemple de Liliane tout à l'heure, comment se fait-il que cette dame est décédée dans telle condition? Il s'explique. S'il a tort, je vous assure que on est rassuré de ce que ces dispositifs existent. Rapidement, en un mot sur les erreurs, sur le secret médical. Le secret médical est absolument sacré. Ouais. À votre époque, il était vraiment sacré. Il reste sacré. J'insiste, Aimé Robert, si vous avez un cas dans lequel vous avez eu, je dirais, comment dire, violation de ce secret médical, on saisit l'ordre. On saisit l'ordre et il va sévir. Parce que c'est un principe sacré. Oui, rapidement. Rapidement sur l'erreur et le cas dont elle a parlé, à savoir quelqu'un qui s'est retrouvé avec, dans un stage, ils étaient à 10 autour d'un malade, et quand il sort, il n'a pas appris à faire la césarienne, et du coup, devant une césarienne, effectivement, il ne peut pas se débrouiller. Alors, l'une des solutions à ça, et c'est pour ça que c'était bien cette commission nationale de la formation médicale et l'examen à la sortie, c'est pour ça qu'on a mis ça, pour vérifier que désormais, avant de sortir, à partir de maintenant, ils remplissent un certain nombre de critères, y compris par exemple celui dont vous avez parlé. Donc ça devrait devenir de plus en plus rare. Vraiment, un tout dernier mot toujours sur ces questions de discipline qui tournent à l'imposture. Il y a des faux chirurgiens, des gens qui n'ont pas appris à faire la chirurgie, qui se permettent d'opérer, et parfois ça conduit à la mort. C'est de véritables apprentis sorciers. Qu'est-ce que l'ordre fait pour ce type de dérive? Robert, je voudrais que l'on mette un point dessus. L'ordre des médecins est créé par la loi pour contrôler la profession médicale. Mais ce n'est pas lui qui dispose de la police, ni de la gendarmerie, pour, je dirais, faire entendre force à la loi. Lorsque nous sommes en présence d'un cas d'indiscipline, ou bien où un médecin s'est rendu coupable de pratique, et que nous le sanctionnons, c'est au ministère de tutelle de nous donner la force de la loi, c'est-à-dire la gendarmerie ou la police, pour aller, je dirais, faire entendre raison à celui de nos confrères qui s'est rendu coupable. Mais malheureusement, et ça c'est quelque chose que nous décrions avec beaucoup de force, nous sommes toujours confrontés au fait que lorsque nous avons pris une décision, ce sont toujours les complices qui viennent, je dirais, absoudre. Messieurs, je vous donne la parole après cet élément. Lumière sur un formateur. Peut-être formera-t-il à l'avenir des médecins, mais pour l'heure, il forme des gestionnaires. Lui, c'est Robert Nyangan. Il n'est peut-être pas à la fête ce soir, puisque son équipe de cœur panthère de Banganté, où il est deuxième adjoint au maire, a perdu la finale. Mais il est certainement un formateur comblé de la jeunesse camerounaise. C'est le portrait de la semaine, une signature de Daniel Menanga. Parcours professionnel, associatif et politique accompli. Toutes ces distinctions illustrent la vie de cet homme aux multiples casquettes. Après un passage remarquable dans l'administration de sociétés publiques et privées, Robert Nyangan met à présent sa riche expérience au service du développement du Cameroun. Le plan de l'encadrement qu'il faudrait apporter, aider au plan scolaire, au plan des recherches d'emploi, aider les enfants à préparer les concours, par exemple. Le produit de l'Académie commerciale internationale de Paris en France s'est fait une place de choix parmi les acteurs de la formation privée supérieure au Cameroun. La formation est faite pour qui? Pour le marché, pour l'emploi. Alors si la formation est mauvaise, le marché tranchera. À Subdeco,
on forme dans la filière de gestion, uniquement. Nous ne savons pas former dans les domaines que nous ne maîtrisons pas. Nous ne sommes pas une université avec plusieurs facultés. Le ministre Bouélé avait assisté à la signature de la convention en novembre 2006. Après que le ministre ait signé les conventions, il se soit excusé, qui a continué le processus qui a amené à la mise en place de la pédagogie. Subdeco a sollicité la tutelle de l'université de Yaoundé 2. À la tête d'une prestigieuse école supérieure de commerce au pays, il s'est entouré de ses camarades de HEC Paris. On a fait nos études ensemble. Vu la couleur de mes cheveux, vous pouvez imaginer que c'était pas hier, donc c'était à début des années 70. On est sortis tous les deux diplômés de l'école de commerce de Clermont en 1971. En 2004, où Robert est venu à Clermont, moi je travaillais, donc j'étais directeur de communication du groupe ESC Clermont. Nous présentait un projet qu'il avait donc de mettre en place ici une école supérieure de commerce sur le modèle des grandes écoles de commerce françaises. L'autre corde à son arc se dresse sur le plan politique. C'est un cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à la commune de Banganté, à l'ouest Cameroun. J'ai quelques responsabilités. D'abord d'encadrer les sous-sections de mon groupement, qui est le groupement Bangan-Fokam, dans le Ndé. Il y a 3 sous-sections, j'encadre les militants de ces sous-sections et les comités de base. Je suis un élu, puisque je suis conseiller municipal de Banganté et deuxième adjoint au maire de Banganté. Dans sa contrée, il est le principal organisateur des campagnes médicales avec Médecins sans frontières. Dans la ville de Yaoundé, Robert Nyangang est le chef de la communauté Mbangan-Fokam. Des distinctions honorifiques, il en a reçues de la nation. Puisqu'on est en 2015, c'est que le chef de l'État puisse me faire commandeur de l'ordre national de la malade. C'est un vrai guerrier, quoi. C'est quand il réfléchit longtemps, et quand il a réfléchi, qu'il a pris sa décision, il s'y tient, et il fait ce qu'il faut pour arriver au bout. En 2010, le fils de Mbanganté porte haut les couleurs de la nation, docteur honoris causa de l'université d'Abuja, au Nigeria. Sa vie privée complète le tableau élaboré. Il est marié, père de 7 enfants. Il a des petits-enfants et des arrière-petits-enfants aussi. Que demander de plus à la vie à 72 ans? Dernière pièce à verser au dossier des carnets de santé de scène de presse, les évacuations sanitaires qui gonflent d'année en année. Pas encore qu'on évacue vers l'Europe, mais de plus en plus, les destinations africaines sont prisées, notamment la Tunisie, le Maroc ou encore l'Afrique du Sud. Alors, je voudrais vous poser une question simple. Les 2 médecins du plateau, est-ce que les Tunisiens, les Marocains, ils sont meilleurs médecins que vous? Non, Aimé Robert, le problème des évacuations sanitaires, disons-le avec beaucoup de sérénité, c'est un échec de notre système de santé. C'est un échec parce que les Tunisiens, les Sud-Africains, et je le dis, le fait simplement que nous ayons autant de médecins camerounais dans ces pays où on demande où on est très exigeant, prouve que les Camerounais sont capables eux-mêmes d'avoir dans leur pays des structures hospitalières de très bon niveau. Mais nous revenons à ce que nous avons évoqué tout à l'heure, je ne voudrais pas épiloguer dessus, simplement pour dire que, en fait, si nous, Camerounais, nous mettions plus de nationalisme et plus d'accent sur ce problème-là, je suis sûr, et je voudrais voir celui de mes compatriotes qui me démentirait, nous serions capables de diminuer le taux des évacuations sanitaires dans ce pays. Oui, pour ça. Je voudrais dire juste 2 mots, revenir un peu en arrière en disant que le système de formation est en train de changer. Et ce que l'on attendait en 1975 d'un médecin, on ne l'attend plus forcément maintenant.
Si on parle Nous, on attend de vous que vous nous soigniez, hein, qu'on recouvre la santé, tout simplement. Et donc, on n'attend plus maintenant que le médecin généraliste qui vient de sortir puisse faire une hystérectomie, alors que c'est lui qui était formé au CUS, on attendait de lui. Pourquoi? Parce que maintenant, avec l'évolution, on forme des spécialistes. Donc, ce qu'on apprenait aux médecins généralistes, il y a 20 ans, on peut ne plus lui apprendre ça maintenant. Et c'est normal que le public ne soit pas déçu. Il y a une évolution. Alors, sur les évacuations sanitaires. Sur les évacuations sanitaires, je voudrais faire un petit commentaire en disant que nous devons faire attention quand nous disons que notre système de santé a échoué à cause de ça, parce que nous savons bien... Non, Aimé Robert, je ne voudrais pas... Non, je ne voudrais pas que ce genre de propos soit tenu. Je dis que le fait que je n'avais pas fini, professeur. Je voudrais nuancer. Voilà. Est un signe, est un échec du système. D'accord. Voilà. Ça ne veut pas dire que le système a échoué. Ce que je voulais dire, c'est que simplement, nous recevons aussi beaucoup de malades qui viennent de l'extérieur pour notre système de santé. Ils viennent de quel pays? Ils viennent du Tchad, ils viennent de RCA, ils viennent du Gabon. J'ai fait exprès de vous poser la question. Donc, c'est normal qu'ils viennent de RCA. Donc, c'est pour dire qu'il y a des niveaux de système de santé. D'accord. Liliane. Alors, je voulais quand même dire que beaucoup de choses sont en train d'être faites, professeur. Parce que, parlant des évacuations, je ne sais pas si beaucoup de Camerounais ne savent pas que à l'hôpital des Chisson, on opère le cœur. Alors, c'est grâce... Chisson dans le nord-ouest? Oui. C'est un Camerounais qui opère le cœur, le docteur V. Un jeune Camerounais qui opère le cœur. Mais il y a des documentaires que je suis allé faire à Chisson qui sont passés à la CRTV. C'est grâce à la coopération avec l'Italie. Et dernièrement, je suis allé faire le même documentaire à l'hôpital de Modène. En Italie? Oui, pour montrer justement que le plateau technique qui se trouve à Modène, c'est le même plateau qui se trouve à Chisson. Et le ministre de la Santé publique insiste là-dessus. Il faut absolument diminuer les évacuations sanitaires. Parce que parfois, on fait partir quelqu'un et on sait très bien que dans les 2 jours, il ne va pas vivre. Mais il y a des choses qu'on peut faire ici. Non, je suis d'accord. Permettez à Shannon de placer un mot. Vraiment, il reste 1 minute, Shannon. Donc, rapidement. Je serai bref. Pour faire constater effectivement que si les gens vont à l'étranger, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de bons médecins. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de bons plateaux techniques. C'est parce que pendant un moment donné, on n'a plus confiance en certains médecins dans notre pays. C'est-à-dire que l'hôpital, le soin public, c'est-à-dire que quand vous y arrivez, l'accueil n'est pas toujours... et je pense que les mesures disciplinaires que j'ai entendues ici permettraient peut-être de réévaluer cela. Et je salue Liliane Mwavungo, je vous appelle par votre nom, chère consoeur, pour comprendre effectivement qu'il y a des cas qu'on peut multiplier. Il y a des médecins qui soignent parfois des choses incroyables. Mais comme il y a des gens qui ont encore le complexe de l'étranger, il s'est dit que ça peut arriver. J'ai entendu l'autre jour, moi j'étais malade et puis je sors de l'Europe justement pendant un moment. Les gens disent, ah, il est parti là-bas parce que c'était pas bon ici pour soigner son début d'AVC. J'ai dit non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ils ont dit, dans notre pays effectivement, mais il faut accentuer, n'est-ce pas, cette information pour le public d'abord. Et c'est aussi le rôle de la société civile. C'est entendu. Un dernier mot, juste vraiment un dernier mot des médecins sur les perspectives. On annonce la réhabilitation des hôpitaux généraux de Yaoundé-Douala, la construction des hôpitaux, des référents dans les 8 autres régions. C'est de belles perspectives. Absolument, ce sont de très belles perspectives. L'Ordre des médecins est parfaitement contributif et il salue ces efforts-là, mais il insiste sur le fait que ces hôpitaux-là doivent absolument être garnis de médecins qui vont être stabilisés. Et que les médecins soient bien payés. Et qu'ils soient stabilisés. Et moi, je dis simplement que ça va booster non seulement la prestation de soins, mais aussi, bien sûr, la formation et la recherche, qui est une des missions importantes de notre système de santé également. Tout à fait. Je voulais quand même ajouter que le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts par rapport aux médecins qui travaillent dans des endroits reculés.
on est en train de construire des maisons d'astreinte. On a échoué les EMD. Donc... Les maisons d'astreinte sont en train d'être construites et des primes. C'est une réflexion qui est déjà très avancée. Oui. C'est une réflexion interministérielle. Donc il y a beaucoup, le meilleur est à venir. Bon, les médecins ne demandent qu'à vous croire, hein, Liliane. Et comme vous êtes dans les secrets de Dieu, dans les couloirs des hôpitaux, comme journaliste, en tout cas. Comme journaliste, les médecins ne demandent qu'à vous croire. Et in fine, les malades ne demandent qu'à être bien soignés. Alors, mais après, on va refermer cette page santé et je vous propose une invite au voyage à présent avec donc une vingtaine de journalistes camerounais qui vont s'envoler dans les prochains jours pour Lomé au Togo pour prendre part aux 44e Assises internationales de la presse francophone. Zooming sur les assises de l'UPF, les chemins de la presse francophone qui mènent au Togo. C'est une signature de Martin Welding. Ils ont rendez-vous avec les autres de la grande famille UPF dans la capitale togolaise. C'est un rendez-vous traditionnel, la grand-messe de l'Union internationale de la presse francophone, dès mercredi. Les assises sont un moment de rencontre. C'est également un moment pour prendre le pouls et les grandes orientations de ce que l'association veut faire dans le futur. C'est l'occasion de rassembler en un seul endroit tous les présidents de section et donc de discuter de la vie de l'association au plan international. Et puis, c'est un peu une sorte de grande assemblée générale, puisque chaque section vient avec des membres qui participent. Et c'est l'occasion d'échanger des points de vue autour de grandes questions, qui sont souvent des questions qui interpellent le monde des médias à travers le monde. Comme à l'accoutumée, les Camerounais seront présents à cette autre rencontre mondiale qui regroupe les participants venus des 5 continents. Le président de l'UPF Cameroun, par ailleurs vice-président international, sera à la tête de cette délégation riche d'une vingtaine de personnes, la plus importante après celle de la France. Le départ pour Lomé, c'est mardi prochain. La chargée de la prospective et de la stratégie à l'UPF Cameroun fait partie de la délégation, elle qui a le programme sur le bout des doigts. Globalement, les travaux se déroulent au sein des tables rondes et des ateliers. Mais l'un des principaux temps forts, c'est également la conférence inaugurale. À Lomé au Togo, cette conférence sera faite par Madame Aminatou Touré. C'est une grande dame qui s'investit dans la défense des droits de l'homme et elle était Premier ministre au Sénégal. Les assises de l'UPF sont également l'occasion de joindre l'utile à l'agréable. Donc il y aura une excursion touristique. Je voudrais garder la primeur de l'information pour ceux qui iront là-bas et pour ceux qui vont suivre. Ce sera sur un site touristique intéressant. Les 44e assises de l'UPF font une part belle à la femme des médias à travers le thème retenu pour les débats, la place et l'image des femmes dans les médias francophones. De quoi susciter encore plus d'engouement chez les futures participantes. J'espère que les femmes seront d'abord nombreuses à Lomé, qu'elles viendront en masse pour parler d'elles-mêmes, que nous serons nombreuses à parler de nos problèmes que nous rencontrons au quotidien dans les salles de rédaction, dans les médias en général, et que nous allons faire entendre notre voix. Poser la problématique de la place et du rôle de la femme dans les médias, d'en parler pendant 3 jours et d'interpeller l'opinion nationale, l'opinion internationale, les pouvoirs politiques et tous les autres milieux sociaux. Je pense que c'est déjà une victoire. Mais le défi, ce sera après. Est-ce que ces résolutions vont être mises en œuvre, dans quelle mesure, dans quelle proportion? Je pense qu'après les assises, il faudra que les femmes restent debout et veillent. Les assises de l'Union internationale de la presse francophone, c'est d'abord des rencontres, des échanges, mais aussi une occasion de découverte, la grosse opportunité du tout bénéf en somme. Lorsque nous allons aux assises, nous apprenons beaucoup et tout le monde y gagne. Et moi qui voyage, je gagne parce que quand je reviens, je vais implémenter tous les enseignements, non seulement dans ma rédaction, mais je vais continuer sur les plateaux et autres débats que nous aurons même en privé. Et il y a même l'État du Cameroun qui gagne, parce que chaque fois que je vais intervenir pour quelqu'un qui vient du Cameroun, si l'intervention est bonne, on va demander il est de quelle nationalité. Quand il y a de telles assises,
les autorités devraient même faire un petit briefing avec des journalistes qui partent parce que Alors, ce sujet qui s'interrompt brutalement, on va avoir quelques problèmes techniques, mais je crois qu'on avait capté l'essentiel. On va accueillir une dame, puisqu'on parle de la place de la femme dans la presse francophone. C'est Aurélie Crescence Mbida. Bonsoir Aurélie, pour les unes du lundi. Aimé Robert, bonsoir. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour notre revue des unes du lundi. On va commencer par The Spark. Interrogation plutôt triste à la une de Spark. Pourquoi de jeunes femmes kamikazes au Cameroun? Et le journal de Pauline Billon de renchérir, certainement la gorge nouée. Le méritons-nous? Esquisse de réponse dans les colonnes de l'étincelle de l'info. Le quotidien Le Messager barre aussi sa une avec les attentats suicides et parle de plus de 100 morts au Cameroun en 5 mois, en dépit de la vigilance des forces de défense. C'est à lire en page 3. Revendication estudiantine en pied de une du journal de Feu Plus Ndiaoué avec le président de la DEC accusé d'incitation à la révolte. Thierry Batoum comparaîtra libre mardi 25 novembre prochain. Autre titre à la une du journal de Frédéric Bongou, projet de budget 2016, l'État réduit son train de vie et rappelle que le budget de fonctionnement diminué de 178 milliards. C'est donc à lire en page 9 du journal. À la une de mutation, déviance au front. Des soldats radiés de l'armée camerounaise. Ils sont coupables de faits graves contre l'honneur et l'éthique des forces de défense au sein du haut commandement. L'on parle d'actes de vol, de viol et de braquage. Le ministre Betty Assomo déterminé à sauvegarder le lien armée-nation. Autre sujet à lire dans les colonnes du journal de Xavier Messeux, loi de finances, les plus gros budgets de l'exercice 2016. Le budget de loi y relatif a été déposé vendredi dernier à l'Assemblée nationale. En pied de une du quotidien privé de la rue de l'aéroport, Douala, où en est-on avec le second pont sur le Vouri? Le point sur le taux de réalisation des travaux, les problèmes d'expropriation, le déplacement des réseaux Kamwata et Neo Kamra et autres sont donc à lire en page 13. Intégration parle alors de toute autre chose et barre sa une par une déclaration de Thomas Huys-Müller qui dit qu'il n'y a pas de danger climatique planétaire. Le scientifique américain dénonce COP21 et le complot contre les pays du Sud et que dans une pétition lancée le 2 novembre dernier, World Resources Institute tire la sonnette d'alarme et stigmatise la grosse escroquerie entretenue par les lobbies au sujet des changements climatiques. Dans la foulée, précise intégration, Américains et Français se tirent les cheveux. C'est le dossier de la rédaction du journal de Thierry Ndon. Et puis en pied de une, contre la haine et l'intolérance, l'UNESCO parie sur l'intégration. Et c'est donc sur cette une d'intégration que va se refermer notre revue des unes du lundi. Le reste de l'actualité, c'est un kiosque. Vous, fidèles téléspectateurs de la diaspora, c'est à une en ligne, je voulais dire, que vous retrouverez toutes les informations ici sur place et dans les kiosques. Acheter un journal, c'est participer à la prospérité de la presse. Nous ici, c'est sur Scène de Presse que vous avez la une de l'info. À dimanche. Merci Aurélie. À dimanche, il me reste plus qu'à remercier nos invités, Liliane Mvungu, le professeur Samuel Nkor, inspecteur général des services au ministère de l'Enseignement supérieur, le professeur Tétaillé, vice-président de l'Ordre national des médecins et Jean-François Chanon du Messager. Merci à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles. La presse quitte la scène. Bonsoir.